Dans la tranchée, de la chaîne Wartime Whispers. J'ai gardé le silence pendant 50 ans. Je m'étais persuadé que la boue et le sang de la Somme avaient embrouillé mon esprit, que ce que j'avais vu dans ces tranchées n'était que la confusion due à l'obusite. Mais la semaine dernière, mon petit-fils a trouvé mes papiers militaires en m'aidant à ranger le grenier. Il a commencé à poser des questions sur la guerre, à demander pourquoi son grand-oncle, Peter, avait 2 dates d'enterrement. Les garçons méritent la vérité, même si elle me conduit à l'asile. Le 3 novembre 1918, 8 jours avant la fin de la guerre, je me suis réveillé dans mon abri pour trouver mon frère, Peter, debout près de mon lit, son uniforme aussi impeccable que le jour de son enrôlement. Le problème, c'est que j'avais tenu la main de Peter tandis qu'il mourait sur la colline 47, 6 mois plus tôt. J'avais vu la vie s'éteindre dans ses yeux lorsqu'un obus allemand avait frappé notre position. J'avais aidé à enterrer ce qu'il restait de lui dans une fosse commune près d'Amiens. Et pourtant, il se tenait là, un doigt sur les lèvres, l'urgence dans son regard à la lumière tremblante de la bougie. « Prends tes affaires et suis-moi, Jimmy », murmura-t-il, utilisant le surnom que seul lui employait. Sa voix portait ce vieil accent du Yorkshire, mais semblait provenir de quelque part bien plus profond que sa gorge. « Vite, avant qu'il ne soit trop tard. » Mes mains tremblaient quand j'attrapais mon fusil et mon sac. Les autres gars dans l'abri, le caporal Davis, le soldat Henderson et le jeune Toby Ashford, arrivés seulement la semaine précédente, dormaient profondément. Peter avançait dans l'étroit couloir de terre comme s'il était chez lui. Ses bottes ne faisaient aucun bruit sur les planches de bois. Je le suivais, 1000 questions brûlant ma gorge, mais quelque chose dans son expression me forçait au silence. Nous débouchâmes dans la tranchée de communication où d'habitude les rats s'enfuyaient à l'approche de nos pas. Mais ce soir-là, rien ne bougeait. L'air était lourd, immobile, même le tonnerre lointain de l'artillerie, berceuse constante depuis des mois, ne parlait plus. Peter me guida à travers un labyrinthe de tranchées que je connaissais par cœur, passant devant des sentinelles qui fixaient droit devant elles sans rien voir. À l'intersection, près du poste d'observation avancé, il s'arrêta. « Tu te souviens de ce que disait maman? Que les morts veillent sur les vivants ?» demanda Peter en se tournant vers moi. Dans l'obscurité, je pouvais voir à travers lui jusqu'au sac de sable derrière. « Peter, commençai-je, mais il leva une main translucide. « L'aube approche, Jimmy. Quand elle viendra, rends-toi aux tranchées de réserve. Trouve Blackwood et Whitmore. Eux aussi ont vu des choses. » Sa silhouette commença à s'estomper comme la brume du matin. Les morts essaient de parler. Tu dois les écouter. L'explosion survint quelques secondes après sa disparition. La terre trembla violemment, me jetant contre la paroi de la tranchée. La poussière retomba tandis que le monde grondait encore. Quand le sol se calma et que les bourdonnements dans mes oreilles s'arrêta enfin, je me retournai précipitamment vers mon abri. À la place, seul un cratère fumant demeurait. Davis, Henderson, Tommy, tous avaient disparu en un instant, tués par un obus lourd qui n'aurait jamais dû atteindre cette position reculée. J'aurais dû mourir avec eux si mon frère décédé ne m'avait pas emmené ailleurs. Ce fut la première fois que Peter me sauva la vie, et ce ne serait pas la dernière. Les tranchées de réserve à Bellacourt étaient censées être sûres. C'est ce que m'avait dit le capitaine Harrington quand je lui avais annoncé la destruction de mon abri, omettant le détail de mon frère mort. Sacrée chance, Mitchell. Va te signaler à la compagnie B. Ils ont perdu 3 hommes hier. La section de la compagnie B sentait les corps non lavés et la chaux chlorée. Je trouvais une place libre entre 2 Gallois qui fixaient avec méfiance les insignes de mon régiment du Yorkshire. Dans les tranchées, les rumeurs couraient vite. J'étais l'unique survivant d'un tir direct. Ce qui faisait de moi soit le plus chanceux bâtard de France, soit un maudit.
Les Gallois penchaient clairement pour la seconde hypothèse. C'est après 2 jours là-bas que je remarquai Marcus Chen. Impossible de le manquer. Un sapeur canadien d'origine chinoise du 10e bataillon. Le seul visage asiatique à des kilomètres à la ronde. Au repas, il restait à l'écart contemplant sa boîte de corned beef comme si elle contenait les secrets de l'univers. On murmurait qu'il avait été l'unique survivant de l'effondrement d'une galerie minière où 12 hommes avaient été ensevelis vivants. Il était censé être à la surface, à vérifier l'équipement. Ce type me fout la trouille. Il fixe le vide et s'écarte juste avant qu'un obus frappe, marmonna le soldat Collins en buvant son thé. Cela retint mon attention. Depuis la visite de Peter, je faisais pareil, ressentant quand il fallait changer de place, quand baisser la tête, quand contourner un chemin. Comme si quelqu'un murmurait à mon oreille, même si je n'entendais jamais Peter le jour. Le 3e homme, Samuel Harrison, je n'allais le rencontrer que plus tard, mais j'avais entendu parler de lui auprès des infirmiers. Sergent d'artillerie, il avait survécu à une charge de cavalerie allemande qui avait décimé toute sa batterie. On l'avait trouvé parmi les corps, écrivant calmement dans un carnet. Amené pour traumatisme, il avait annoncé aux médecins que 2 hommes mourraient à des heures précises, et ils étaient effectivement morts, exactement comme il l'avait dit. Les visites nocturnes continuaient. Chaque soir, Peter apparaissait sans parler, indiquant certaines tranchées et en évitant d'autres. J'appris à préparer mes affaires ou à vérifier mon fusil selon ses gestes. Les autres soldats me surnommaient Mitchell le chanceux, ignorant que ma chance arborait le visage d'un cadavre. Puis, le 6 novembre, Chen vint me voir, l'air angoissé. « Tu les vois aussi, ceux qui ne devraient pas être ici, les morts qui marchent. » Mon instinct me criait de nier, mais la terreur dans son regard reflétait celle que je voyais chaque matin dans le miroir. « Tout a commencé à la colline 47 », demanda-t-il. Et mon sang se glaça. Chen s'assit lourdement à côté de moi, évoquant une femme chinoise vêtue d'une robe bleue apparaissant avant chaque mort. Il avait compté 43 apparitions suivies de morts dans les 24 heures. C'est alors que Samuel Harrison arriva, escorté par 2 policiers militaires. En passant devant nous, il s'arrêta brusquement, nous regarda et déclara distinctement « Vous étiez à la colline 47. Vous mourrez ensemble dans une église en ruine le 11 novembre à 11h11. Les morts tentent de vous prévenir. Trouvez-moi cette nuit, après l'appel. » Chen et moi échangeâmes un regard. Autour de nous, la vie quotidienne des tranchées se poursuivait, inconsciente, que les morts marchaient parmi nous, essayant désespérément de nous transmettre un message vital. À voix basse, Chen répéta « 43 morts, tous évitables, si seulement quelqu'un avait écouté. Le commandement pense que je deviens fou. » Je songeais aux visites nocturnes de Peter, aux vies sauvées grâce à ses indications silencieuses. Combien étaient morts parce que j'avais eu trop peur de parler. Je finis par dire à Chen « Ce soir, nous irons voir Harrison. Si nous sommes tous en train de perdre la tête, autant le faire ensemble. » Chen esquissa un sourire amer. « Mieux vaut perdre l'esprit ensemble que mourir seul. » À la tombée du jour, je sentis la présence de Peter avant même de le voir. Il se tenait à l'entrée de notre abri, mais cette fois il n'était pas seul. Une femme chinoise vêtue d'une robe bleue se trouvait à ses côtés, et derrière eux, à peine visibles, d'autres silhouettes, en uniforme, les morts de la colline 47, essayant tous d'atteindre notre monde. Peter pointa vers le secteur médical avec insistance. La femme en bleu acquiesça lentement, son visage marqué par une profonde tristesse. Le temps nous était compté, tous, pas seulement à nous 3. Le secteur médical occupait une série d'abris renforcés situés à une trentaine de mètres derrière les tranchées de réserve. Chen et moi progressâmes prudemment dans les boyaux de communication, suivant les figures fantomatiques que seuls nous pouvions voir. Peter avançait devant nous, vérifiant régulièrement que nous suivions bien. La femme en bleu glissait aux côtés de Chen, sa robe de soie intacte malgré la boue omniprésente.
Nous trouvâmes Harrison assis devant la tente médicale, fumant calmement une cigarette, sans aucun garde en vue. L'appel du soir avait attiré tout le monde vers les positions de tir. Il leva les yeux à notre approche, regardant notre escorte surnaturelle. « Ils sont magnifiques, n'est-ce pas ? Une fois dépassée la terreur initiale, on voit comment ils scintillent, comme des mirages de chaleur, » dit Harrison sur un ton presque banal. Je lui demandai alors, « Vous les voyez tous les deux, mon frère et la gardienne de Chen ?»« Oui, et une douzaine d'autres derrière vous. Les morts de la colline 47. Ils ont commencé à m'apparaître il y a 6 mois. Au début, seulement des ombres. » Harrison expliqua qu'il avait documenté chaque apparition, chaque prémonition, croisant ses notes avec des rapports de bataille obtenus à grand-peine. Selon lui, la catastrophe de la colline 47 n'était pas une erreur tactique, mais une trahison délibérée. Peter posa soudain une main translucide sur mon épaule. Son toucher glacé brûla à travers mon uniforme. Il ouvrit la bouche et pour la première fois depuis cette nuit initiale, parla d'une voix venue des profondeurs. « Montrez-leur. » Le monde bascula soudainement. Nous étions à nouveau sur la colline 47, telle qu'elle était 6 mois plus tôt. La sensation était celle d'une chute inversée, mon estomac se contractant douloureusement tandis que la réalité se distortait. Chen étouffa un cri, et Harrison écarquilla les yeux. Nous n'étions pas vraiment là-bas, mais je voyais clairement la tente médicale superposée au champ de bataille comme une photographie en double exposition. Nos propres silhouettes plus jeunes avançaient sur la pente, tandis que des positions allemandes censées être neutralisées restaient très actives. L'artillerie frappait court, massacrant nos propres troupes. Et au sommet de la colline observant aux jumelles, se tenait le colonel Ashford. « Mon Dieu, c'est lui qui signale nos positions à leur artillerie, » murmura Chen. La vision s'intensifia. Ashford baissait ses jumelles, échangeait des documents et de l'argent avec un homme portant un uniforme britannique, mais arborant des insignes inconnus. Puis alors que les obus commençaient à siffler, je revis Peter courir vers moi, me poussant dans un trou d'obus, juste avant que la réalité ne revienne, brutalement. Nous étions de nouveau dans la boue devant la tente médicale, les carnets d'Harrison éparpillés autour de nous. Entre nous, flottant dans les airs, apparurent des documents fantomatiques, des ordres de transfert, des reçus de paiement, tous signés par Ashford. Les morts ont recueilli des preuves. Ils tentaient de nous les montrer, dit Harrison avec émerveillement. Peter acquiesça, plus solide que jamais. La femme en bleu s'avança, et Chen fit la traduction. Si le plan d'Ashford réussit, beaucoup d'autres mourront. L'armistice approche, mais Ashford a été payé pour déclencher une dernière bataille glorieuse. Un assaut final censé briser l'esprit allemand. Il enverra 3 divisions à la mort le 11 novembre. C'est dans 5 jours. Des milliers d'hommes. L'église est le point de rassemblement de l'assaut, le poste de commandement de division. Les documents spectraux se réarrangèrent, révélant des ordres d'attaque fixés précisément à 10h45, juste avant l'armistice de 11h. Une tuerie absurde, prévue pour apparaître comme une tragique erreur de timing. Nous devons l'empêcher, signaler Ashford et montrer ses preuves. Harrison répondit avec amertume. Quelles preuves? Vous croyez qu'on nous écoutera parler de preuves apportées par des fantômes? Ils nous enfermeront pour folie avant la fin de la première phrase. Il avait raison. Nous restâmes assis, écrasés par le silence, entourés des morts qui avaient franchi le voile pour nous avertir. Peter vacilla, frustré, tandis que la femme en bleu serrait les mains d'un geste si humain que j'en eus le cœur serré. Puis, soudain, le sol sous nos pieds vibra. Ce n'était pas de l'artillerie, c'est une vibration sinistre et régulière venant du sous-sol. Des silhouettes fantomatiques s'agitèrent. Quelque chose approche. Ce n'est pas la mort, mais autre chose. Quelque chose de furieux, dit Harrison. La vibration s'intensifia. Des mains boueuses émergèrent soudain de la terre, suivies des corps entiers couverts de boue et de sang séché.
portant les uniformes déchirés des deux camps. Leurs yeux étaient des trous noirs, leur bouche ouverte en cris silencieux. Des morts tourmentés. Ceux qui sont morts croyant avoir été trahis. La colline 47 les a éveillés, la traîtrise d'Ashford leur a donné un but. Ils cherchent justice. La première silhouette macabre s'avança vers Chen, et Peter s'interposa, repoussant temporairement la créature. Mais des dizaines puis des centaines d'autres émergeaient déjà. Ils tueront tous ceux sur leur chemin pour atteindre Ashford. À moins que... lança Harrison. À moins que quoi? À moins que nous leur offrions ce qu'ils veulent. Justice, preuve, vengeance. Voilà pourquoi nous avons été sauvés. Nous sommes leurs instruments. Peter hocha finalement la tête. La femme en bleu baissa les yeux en signe d'approbation. 5 jours pour empêcher un massacre. 3 hommes marqués contre un colonel et ceux qui le paient. Les esprits protecteurs s'éclaircirent et les morts furieux hésitèrent avant de retourner dans la terre. Mais leur message était clair. Arrêtez Ashford, ou ils reviendraient. Et rien ne pourrait les retenir cette fois. Le lendemain matin, les conséquences de l'apparition nocturne étaient visibles. 3 hommes du secteur médical avaient été retrouvés en état catastrophique, leurs cheveux devenus entièrement blancs. Un autre s'était arraché les yeux en criant à propos de visages dans la boue. L'état-major attribua cela à une attaque de gaz, même si personne n'avait senti le chlore ou la moutarde. Jen, Harrison et moi restâmes silencieux, ignorant délibérément les regards soupçonneux des autres soldats. Nous nous réunîmes dans un poste de commandement abandonné après l'appel du matin. Le lieu exigu sentait le moisi et la peur ancienne. Harrison avait discrètement subtilisé des dossiers médicaux durant le chaos, tandis que Chen étudiait des schémas techniques du secteur. De mon côté, j'ajoutais ce que Peter m'avait révélé en rêve, des fragments de conversation, bribes de réunions, ou des noms chuchotés par les morts. Ashford ne travaille pas seul. 6 autres officiers présents à la colline 47 ont été repositionnés à des postes clés dans ce secteur. Tous ont approuvé l'assaut, malgré des renseignements contradictoires, déclara Harrison. Chen traça leur position sur une carte. Un placement parfait pour maximiser les pertes. Ils contrôlent les lignes de ravitaillement, les communications et les positions de réserve. Lorsque l'assaut échouera, personne ne pourra s'échapper. Mais pourquoi? Pourquoi trahir ses propres hommes? Harrison exhiba une photo écornée. Trouvée dans le dossier médical d'Ashford. Son fils, Thomas, capturé à Verdun, serait mort en captivité. Pourtant, la signature de Thomas apparaît dans des interceptions du renseignement allemand, 3 mois après sa mort présumée. Le poids de cette révélation nous assomma. Un fils devenu traître, un père sacrifiant ses hommes pour le protéger, voire le rejoindre. La guerre pouvait pervertir les hommes de multiples façons, mais celle-ci semblait particulièrement ignoble. Peter apparut soudain à mes côtés, plus solide, dans la pénombre. Il pointa la photographie, puis une zone nommée Château Mortana, sur la carte de Chen. Qu'y a-t-il dans ce château? Chen consulta ses schémas. Avant la guerre, c'était un domaine privé. Aujourd'hui, officiellement, un dépôt de ravitaillement avancé. Mais les rapports techniques signalent d'importants travaux souterrains bien trop complexes pour un simple dépôt. La femme en bleu se matérialisa alors, parlant rapidement en cantonais à Chen, dont le visage pâlit. Elle dit que d'autres esprits s'y rassemblent, des morts trahis venant de dizaines de batailles. Quelque chose dans ce château les attire, et Ashford s'y rend chaque nuit. Le regard d'Harrison devint vitreux, son don de prémonition s'activant soudain. Demain soir, le 8 novembre, une réunion au château. 7 officiers, 3 civils, dernier paiement et coordination finale de l'assaut du 11 novembre. Ils appellent cela l'opération Judas. Le nom nous glaça le sang. Nous devons obtenir des preuves réelles. Quelque chose qui forcera le commandement à réagir. Alors, infiltrons le château demain soir, pendant leur réunion. Mais Harrison protesta. C'est de la folie.
derrière les lignes ennemies, avec des sentinelles partout. Les morts nous guideront. Ils connaissent chaque patrouille, chaque chemin sûr. Ils observent depuis des mois. Je songeais au conseil nocturne de Peter, qui m'avait sauvé la vie à maintes reprises. Cela pourrait marcher, mais il nous faudrait une raison officielle pour quitter nos unités. Laissez-moi faire. Je vais nous obtenir des permissions de 3 jours pour évaluation médicale, annonça sinistrement Harrison. Nous passâmes la journée à préparer l'opération. Chen se procura des explosifs sous prétexte de déminer des munitions abandonnées. Je notais les informations détaillées transmises par Peter tandis qu'Harrison documentait tout scrupuleusement. Cette nuit-là, les esprits se montrèrent plus audacieux, emplissant notre abri, britanniques, canadiens, français, allemands. Les morts trahis avaient transcendé leur nationalité. Soudain, je pus les entendre, leurs souvenirs, leurs douleurs, leurs trahisons imposées violemment à mon esprit. Un capitaine britannique tué par sa propre artillerie, les Canadiens gazés dans leur sommeil, les Français sacrifiés pour couvrir une retraite déjà planifiée, des jeunes Allemands trahis pour offrir des victoires spectaculaires aux Alliés. La douleur accumulée était insupportable. Je tombai à genoux, Chen vomit et Harrison sanglota sans retenue. Ce n'était pas juste la colline 47. C'était un massacre organisé, un meurtre systématique. Assez. Assez. Les esprits se retirèrent, laissant un avertissement clair. Arrêtez cela, ou ils s'en chargeraient eux-mêmes. Le lendemain, grâce au pass fourni par Harrison, nous quittâmes discrètement les lignes, guidés à travers le No Man's Land par nos gardiens fantomatiques. Ils évitèrent les patrouilles allemandes avec une facilité surnaturelle. Enfin, nous aperçûmes le château, étrange et intact après 4 ans de guerre. Des centaines de fantômes l'entouraient, remplis de colère. Nous entrâmes par une porte dérobée suivant Peter jusqu'à une salle où les conspirateurs se réunissaient. Chen filma discrètement, tandis que Harrison notait leurs noms. Nous entendîmes clairement Ashford discuter de paiements et de pertes acceptables avec des civils aux accents étrangers. Puis soudain, les esprits envahirent la pièce. Le froid devint mordant, du givre recouvrit les murs. Les conspirateurs paniquèrent lorsque Peter et les autres morts apparurent pleinement, exigeant justice pour ceux qui l'avaient trahi. Alors que les traîtres mouraient gelés de l'intérieur, Chen, Harrison et moi nous enfuîmes. Derrière nous, le château s'effondra sur lui-même, détruit par la colère surnaturelle des morts. Nous atteignîmes nos lignes à l'aube, porteurs de preuves accablantes, mais sachant que personne ne croirait à l'origine surnaturelle de notre découverte. Désormais, nous devions agir vite. Les 3 jours restaient pour empêcher le massacre prévu, où la justice glacée du château Mortana semblerait presque clémente en comparaison de ce qui allait suivre si nous échouions. Le matin du 9 novembre plongea le front dans un chaos absolu. La nouvelle de la destruction du château avait atteint l'état-major, accompagné de rapports inquiétants sur 7 corps gelés retrouvés dans les ruines. Les Allemands, tout aussi perplexes, acceptèrent une trêve provisoire dans le secteur pour permettre des investigations. Cela nous offrit une précieuse fenêtre d'action. Harrison présenta nos preuves au capitaine Morrison, des renseignements, choisi précisément parce qu'il avait perdu un frère à la colline 47. Nous nous en tînmes strictement à notre version officielle, comportement suspect suivi, effondrement accidentel d'un bâtiment vétuste. Les photographies de Chen montraient clairement les conspirateurs et les documents, bien qu'abîmés, qui étaient lisibles. Morrison étudia le tout en silence, la mâchoire se crispant toujours davantage après chaque page tournée. Vous prétendez que le colonel Ashford et 6 officiers vendaient des plans à des agents allemands? Pas des Allemands. Des profiteurs de guerre. Et leur mort, juste au moment où le bâtiment s'effondrait? C'était une ancienne bâtisse. Des fondations fragiles. Les yeux de Morrison se plissèrent. Il avait lu les rapports sur ces corps inexplicablement gelés par une nuit douce. Mais il avait aussi vu nos preuves. Je ferai remonter discrètement ces éléments. Vous êtes consignés à vos quartiers, jusqu'à nouvel ordre.
Ce n'était pas une arrestation, mais pas non plus une liberté. Nous passâmes la journée à observer depuis notre abri, impuissants, alors que des ordres contradictoires étaient envoyés aux unités devant participer à l'assaut du 11 novembre. Certains officiers furent relevés de leurs fonctions, et d'autres disparurent mystérieusement. Cette nuit-là, Peter apparut très agité. Il faisait les 100 pas, oscillant entre transparence et solidité. La femme en bleu pleurait silencieusement, et le guide, Harrison, veillait à l'entrée, inquiet. Ce n'est pas suffisant. Il tergiverse, l'assaut aura lieu. Morrison nous croit. Morrison a été relevé de ses fonctions. Ashford avait des amis haut placés. Alors à quoi bon? Pourquoi ces preuves si les vivants ne réagissent pas? Parce que les vivants ont eu leur chance. Demain, c'est à nous d'agir directement. Vous inverserez l'assaut. Vous pousserez les soldats à attaquer leur propre chef. Oui, chaque complice sera jugé. Mais des innocents mourront. Sauf si quoi? Sauf si vous êtes présent dans l'église. Vous pouvez nous guider, aider à distinguer les coupables des innocents. Mais cela signifie être au centre même de notre manifestation complète. Vous ne pourriez pas survivre. 3 hommes mourant dans une église à 11h11. Mourir ou devenir autre chose. Des ponts entre les mondes, témoins éternels des futures trahisons. Le choix était écrasant. Sacrifier potentiellement nos vies pour en sauver des milliers, ou laisser les morts exécuter une justice indiscriminée. Le 10 novembre arriva froidement. Nous restions sur surveillance, mais tout était en ébullition. L'armistice approchait. En fin de journée, nos gardes disparurent mystérieusement, laissant le champ libre. Nous sortîmes discrètement, rejoignant l'église en ruine, sur une colline surplombant le front. À l'intérieur, des officiers préparaient déjà l'assaut. Nous reconnûmes parmi eux des conspirateurs échappés du château. À 22h, les esprits commencèrent à affluer par milliers. Un froid terrible envahit le lieu. Les officiers, troublés par les interférences surnaturelles, tentaient vainement d'envoyer des ordres d'assaut. Peter apparut à mes côtés, une dernière fois. « C'est le moment, Jimmy. Partez, ou acceptez votre rôle. » Je regardai Chen, puis Harrison, et tous deux hochèrent la tête. Nous restons. Les esprits sourirent, effrayants et déterminés. Alors que le 11 novembre débutait, leur manifestation s'intensifia. À 10h45, malgré tout, l'ordre d'attaque fut lancé. Mais les esprits intervinrent immédiatement. Ordre faussé, coordonnées modifiées. La mécanique précise du massacre échoua, sabotée à tous les niveaux, par les morts. À 11h, les cloches sonnèrent l'armistice. À 11h11, nous étions au cœur de l'église, entourés par les corps gelés des traîtres et les innocents endormis. Les esprits levèrent leur voix en un cri puissant mêlant joie et douleur. Le monde éclata en lumière. Quand la lumière disparut, nous étions changés, marqués et vivants. Les esprits disparurent, laissant seulement Peter, la femme en bleu et le guide d'Harrison. Merci. Le devoir est accompli et les trahis peuvent enfin se reposer. Est-ce que nous nous reverrons quand vous aurez besoin de nous, quand d'autres devront être avertis? Nous veillons. Ils s'effacèrent dans la lumière matinale, nous laissons au milieu du chaos et de l'incompréhension. 50 ans plus tard, en 1968, dans un champ en France, je regarde mon petit-fils jouer près d'un cratère d'obus devenu un étang. Marcus Chen et Samuel Harrison sont morts depuis longtemps, mais nous avions gardé le contact, surveillant l'apparition des esprits, jamais véritablement éloignés. « Qui sont ces gens là-bas » demande mon petit-fils soudainement. Mon cœur bondit. Peter et la femme en bleu se tiennent silencieusement dans la brume matinale, veillant encore. De vieux amis,
il s'assure que nous sommes rentrés à la maison. La dame en bleu, elle me fait un signe. Eh bien, réponds-lui. C'est ce que font les gens polis. Il obéit, et les silhouettes disparaissent doucement. Le passé n'est jamais enterré, il reste là, silencieux, veillant sur nous, prêt à parler à ceux qui sont assez courageux pour l'écouter. Et maintenant, une nouvelle génération apprendra, elle aussi, à écouter.